Salut à tous et merci de nous retrouver dans C'est Livres qui chantent, le magazine littéraire de CRTV News. La performance est le tronc commun entre deux ouvrages récemment produits par Jeanne-Marie Rosette Abou. La performance comme jauge pour examiner la production sur le terrain des missions onusiennes dans les missions de paix en Afrique à travers un ouvrage intitulé « Garantir la sécurité humaine et le respect des droits humains, un défi onusien du monde libre », avec pour sous-titre « Regard particulier des enjeux sécuritaires du continent africain ». Et puis, le deuxième livre, lui, il est plutôt sous la forme d'un enseignement à proposer, la performance et mode d'emploi, comme on peut dire d'ailleurs, à travers un ouvrage intitulé « Convoiter la performance en organisation, agir sur les hommes et sur le système ». Bienvenue dans ce programme qui fait chanter les mots, Jeanne-Marie Rosette Abou. Toute ma gratitude, M. Pout, pour ce temps d'antenne accordé à ma modeste personne. Alors, on sait que vous êtes toujours en train d'écrire. Je dois préciser que vous arrivez donc pratiquement au contact des lecteurs avec 2 volumes. La lettre à Tita en double volume. C'est vous, hein, parce que bon, vous n'avez pas vu, vous avez entendu à la radio, c'est vous, voilà. Oui, effectivement, il y a exactement 10 ans que j'ai fait une sortie avec toujours 2 livres, Lettre à Tita, volume 1 et volume 2. Un livre qui, aujourd'hui, est en train de faire le tour du monde parce que Lettre à Tita, il est lu actuellement en Côte d'Ivoire, il est lu au Gabon, il est entré au programme au Sénégal depuis l'année dernière. Il a été lu au Cameroun pendant 5 années jusqu'à ce qu'on arrive au régime des livres uniques. Okay. Bon, et en dehors de Lettre à Tita, j'ai eu aussi à produire plusieurs autres ouvrages littéraires, mais comme vous pouvez vous en douter, la littérature, c'est plutôt une activité parallèle pour moi. Oui, bien sûr, on va parler de ça parallèle pour moi. Ce que vous faites. Il faut dire qu'il y a eu une production littéraire sur les fictions. Oui. Les fictions, romans, beaucoup d'autres ouvrages. Vous reviendrez pour parler de ça, on ne va pas mélanger presque tout, mais aussi des ouvrages, des essais, des ouvrages de réflexion que vous avez parfois tenus également. Alors je dois préciser aux téléspectateurs qu'en 4e de couverture, il y a une toute petite bio sur vous qui vous présente comme étant une native de la région du sud de Saint-Mélima, titulaire d'un PhD en droit de l'homme et culture de la paix, un diplôme d'études supérieures spécialisé en gestion des ressources humaines. Vous êtes certifié de l'Institut des hautes études de défense nationale en France et doublement certifié de l'École nationale d'administration, l'ENA de Paris, puis en management dans la fonction publique, en conception et évaluation des politiques publiques, diplômé de l'École nationale supérieure, École normale supérieure de Yaoundé dans la spécialité orientation scolaire, universitaire et professionnelle, et vous êtes actuellement responsable dans la fonction publique camerounaise et enseignante du supérieur en paix, sécurité, droits de l'homme et management des organisations. Tout ça pour vous. Hein? C'est moi. Ouais. C'est effectivement moi. C'est du travail, mais on s'en rend compte quand on couche ça comme ça sur le papier, parce que quand on est en activité tous les jours, on ne se rend pas compte de la multitude d'actions qu'on pose. Et c'est au moment où il faut s'identifier. D'ailleurs, ça n'a jamais été aisé pour moi de me présenter. C'est bien parce que c'est vous qui l'avez fait en lisant la biographie. Mais c'est bien moi. La première question est de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à avoir cette exigence-là sur les 2 réflexions que vous faites. La réflexion sur la sécurité et la réflexion sur les organisations. Oui, c'est le besoin de changer, le besoin de contribuer de manière significative à son environnement. Si vous regardez bien les sujets, il s'agit des sujets d'actualité, les sujets de sécurité, on en parle tous les jours, on vit dans ces situations-là. Et en tant qu'intellectuel, on se dit il faut faire quelque chose. Si on n'a pas les moyens d'agir, on a au moins les moyens de pouvoir impacter en écrivant, en conseillant, en proposant des solutions, en faisant des suggestions. C'est ma motivation première. Première. Voilà. Je vous ai vu au bureau,
l'autre jour, vous prenez le temps d'écrire quand? Parce que vous êtes responsable au ministère de l'économie, vous êtes au bureau tout le temps, tenu à être là. Pour écrire ça, vous vous privez des nuits de sommeil? Oui, pas seulement des nuits de sommeil, mais vous vous privez de presque tout. Parce que parfois, quand vous êtes absorbé pour une démonstration, pour la recherche d'une solution, d'une vérité scientifique, vous vous oubliez. Ça, c'est évident. Tous ceux qui ont fait de la recherche, qui font de la vraie recherche, vous disent ça, qu'à un moment, vous devez oublier son corps pour que l'esprit puisse s'élever. Donc, il n'y a pas seulement les nuits de sommeil. Parfois, vous êtes au volant de votre voiture, vous pensez à ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes à la cuisine pour faire vous pensez plutôt à ce que vous êtes en train de faire. C'est beaucoup de travail, comme vous l'avez dit. C'est des années de recherche parce qu'il faut bien porter au public, à la société, quelque chose de conséquent. Ne pas, parce que quand vous avez une autorité scientifique, quand on croit en vous, on croit à votre expertise, vous devez pouvoir proposer des choses qui puissent satisfaire les besoins, ne serait-ce qu'intellectuels, pour ne pas dire pratiques, de la société. Alors, premier livre, Garantir la sécurité humaine et le respect des droits humains, un défi onusien du monde libre. Question, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille ou qu'est-ce qui vous pousse à alerter sur les missions onusiennes en terrain africain? Est-ce que c'est des flambées là autour de nous ou est-ce que c'est la lecture d'ouvrages? Parce qu'on constate qu'il y a une abondante bibliographie. La cote d'alerte, M. Pout, est atteinte depuis très longtemps. Et ce n'est plus un secret pour personne que les missions de paix et sécurité telles que déployées en Afrique présentent beaucoup de dysfonctionnements. Bon, je voudrais déjà préciser que j'entends pour échec d'une mission de sécurité la situation, le conflit, d'insécurité, des violences qui a motivé la décision du Conseil de sécurité et d'autre part, les violences qui perdurent à la fin de la mission. C'est la persistance du conflit. La persistance du conflit, parce que chaque mandat a un temps limité. Et lorsqu'on voit qu'à l'issue du mandat, les violences persistent, on peut déjà comprendre qu'il y a un résultat mitigé, ce n'est pas de la réussite. Donc la cote d'alerte, elle est atteinte depuis, et puis on est convaincu, on est averti que les Nations Unies aujourd'hui, telles que les stratégies sont déployées, ne peuvent plus garantir la sécurité, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs. Permettez quand même que nous puissions comprendre les mots-clés de votre ouvrage. Il y en a deux, au moins. D'abord, vous avez indiqué, donc, et pas que vous, les différents préfaciers dont on parlera tout à l'heure, la responsabilité de protéger, c'est un principe onusien. Oui, la responsabilité de protéger est un principe onusien qui prône la primauté de la sécurité humaine au-delà de toutes les considérations. Considération de souveraineté, considération politique, c'est ça la responsabilité de protéger. Le débat, en fait, prend corps à l'issue des génocides du Rwanda et des Balkans en ex-Yougoslavie. Alors, la communauté internationale se pose la question. Nous avons eu autant de massacres. Nous n'avons pas pu intervenir au nom de la souveraineté. Alors, si on donne aux États la force totale, le pouvoir total de gérer leurs affaires internes, comment on ferait pour pouvoir empêcher un autre Rwanda? C'est le débat qui est ouvert, c'est la question qui est posée, qui est posée par le secrétaire général de l'époque, Kofi Annan, et la réflexion est lancée. La réponse donc maintenant à cette question, c'est le principe de souveraineté qui rappelle en premier chef à tout État souverain l'exigence, l'obligation de pouvoir protéger ses populations.
C'est la première exigence. Là, on est dans la sécurité humaine, là. On est dans le principe de la responsabilité de protéger. Okay. Protéger ces populations en cas de génocide, en cas de massacre, en cas de catastrophe et autres. Maintenant, la deuxième exigence de ce principe, c'est qu'au cas où l'État souverain n'est pas capable de protéger sa population, problème de capacité, ou l'État ne veuille pas le faire, problème de motivation, de mauvaise volonté, ou alors on se rend compte que l'État est complice. La responsabilité de protéger passe sous le contrôle de la communauté internationale. C'est en fait, en gros, le principe de responsabilité de protéger. Maintenant, quand la communauté internationale agit, c'est sur les trois principes. La responsabilité de prévenir, d'agir, de reconstruire. Donc c'est ça. Alors il y a un deuxième concept, celui de la sécurité humaine. Je précise ici qu'il y a un développement qui est fait, en le caractérisant d'ailleurs, à travers beaucoup de pages. Je crois que c'est, vous le voyez, vous présentez les facettes de la sécurité humaine. Effectivement. C'est pratiquement une dizaine de Effectivement. facettes. C'est quoi la sécurité humaine? Oui, la sécurité humaine, c'est une notion qui a été utilisée pour la première fois par le programme des Nations Unies pour le développement. En fait, et dans son rapport sécurité humaine maintenant, produit en 2002, elle est tout simplement la protection de toutes des droits et des devoirs, des êtres humains, des devoirs essentiels en fait. La protection des droits et des devoirs essentiels à la vie. Là, tout ce qui est essentiel à la vie rentre dans la sécurité humaine. Parmi les éléments qui constituent les facettes de cette sécurité humaine, on a la sécurité personnelle, la sécurité économique, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité environnementale, la sécurité de la communauté, la sécurité individuelle. Alors, ces différents aspects, certains peuvent être faits par un pays, mais d'autres sont très complexes. Quand on parle de sécurité sanitaire, on a eu la Covid. On a la Covid. Quand on parle de la sécurité environnementale, c'est un problème mondial à ce niveau. La famine, un certain nombre d'éléments. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Est-ce que c'est des éléments qu'on pointe comme étant des facteurs de déstabilisation? Est-ce que, parce qu'on pour n'avoir pas suffisamment anticipé sur les questions de vulnérabilité, on peut avoir des désordres armés? Et effectivement, on peut en arriver là. Je commencerai par dire qu'il y a cette multitude de sécurité parce que, voyez-vous, l'environnement est dynamique et même les aspirations des peuples sont dynamiques. Ce qui fait que jour après jour, on se retrouve en danger. Il y a des nouveaux dangers qui se présentent et ça rentre immédiatement dans la rubrique de lutter contre ces dangers qui mettent en sécurité la vie de l'être humain. Bon, maintenant, il y a des sécurités, comme vous dites, qui peuvent vraiment amener à la déstabilisation. La preuve, si on parle de si on prend la sécurité sanitaire, vous savez ce que nous avons vécu par rapport à Covid. Peut-être que nous n'avons pas eu des guerres, mais Covid-19 a eu cet actif de nous faire voir le monde d'une autre façon. La première chose, la fragilité du monde. Nous avons en mémoire l'Organisation mondiale de la santé qui a brillé par son illisibilité, ça c'est évident. Nous avons vu le mythe de la solidarité occidentale tomber parce que nous avons vu ces Occidentaux, chaque pays qui était en train d'élaborer sa stratégie, qui était en train de s'enfermer dans son cocon. Le repli sur soi. Le repli sur soi. Qui a des conséquences. Qui a des conséquences. Nous avons vu, par exemple, nous avons pu assister à une autre forme de révolution, la révolution
cubaine avec les blouses blanches. Oui, bien sûr, les Ce médecins pays, qui allaient... voilà, ce pays qui a bravé la psychose et a envoyé son personnel de santé à travers le monde. Comme les missionnaires. Ils sont allés comme les missionnaires. Comme des missionnaires. Comme Une les disciples révolution. de Jésus, Voilà, comme les disciples de Jésus, comme vous le dites. Nous avons vu la Chine, la Russie déployer des avions à travers le monde malgré la peur qui habitait tout le monde. Pire encore, c'est la première fois que nous voyons les Amériques qui sont sur la place de victimes, qui n'assurent pas le leadership dans une grande question de sécurité à portée mondiale. Ouais. Au contraire, ils étaient des victimes qu'il fallait venir aider. Le plus grand nombre de victimes. Alors, il y a cette sécurité sanitaire qui d'ailleurs, selon certains experts, sur les pandémies est la plus désastreuse dans la guerre des espèces, mais il y a également la sécurité environnementale. Et là, je peux peut-être, pour avoir lu dans certains ouvrages, notamment dans un des ouvrages du professeur Saïbou Issa, l'une des causes des désordres armés dans le Sahel serait partie de l'assèchement du Sahel, qui était d'ailleurs une zone verte. Et à mesure que la dévastation ou la sécheresse évoluait, le fait qu'il y ait des déplacements de victimes, ça peut créer des guerres. Donc tout ça, c'est... Oui, effectivement, ça peut créer des guerres. Et pour ajouter de l'eau à votre moulin, je dirais que si vous regardez bien les causes profondes des situations d'insécurité que nous avons, des situations de conflit que nous avons, c'est la bataille pour la survie, c'est pour les ressources. On veut avoir l'eau, on veut avoir les minéraux, on veut avoir la forêt, où on défend la forêt, où on défend l'eau. On peut dire que dans les années à venir, les causes des conflits ne seront plus l'idéal politique socialiste, marxiste et autres. Ce sera la bataille pour la survie. Pour la ressource. L'eau d'ailleurs est un vrai problème. Alors je vous pose une question. Là, vous êtes en train de nous dire, à partir de la sécurité humaine, qu'il faut veiller sur les vulnérabilités. Il faut anticiper les vulnérabilités parce que ça peut prêter le flanc, c'est ça? Les recrutements par Boko Haram et autres, là, sont souvent le fait de la préexistence de territoires en détresse, c'est ça? Oui, c'est une logique, pas seulement pour Boko Haram, c'est une logique qui peut se vérifier partout. C'est-à-dire l'homme, dans son existence, lorsqu'il se sent marginalisé, lorsqu'il a des besoins qui ne sont pas satisfaits, machinalement, il cherche là où il peut les satisfaire. Et ce flatteur vivant dépend de celui qui l'écoute. Voilà, effectivement. Et vous allez voir que le recrutement au sein du djihadisme, au sein de Boko Haram et autres, marche avec ce mécanisme. On va chercher quelqu'un qui a un manque en quelque chose et on va lui dire, nous allons pouvoir satisfaire ton manque, et puis il les rejoint. Alors, vous parlez aussi, me semble-t-il avoir lu ça, du fait que les missions onusiennes ne sont pas forcément adaptées, enfin, ne tiennent pas compte souvent de l'environnement des lieux conflictogènes. Oui, je l'ai dit à l'entame de notre échange qu'il y a un problème d'adaptation des mandats aux nouvelles conflictualités. Nous avons un mécanisme onusien qui a été mis en place pendant qu'on était à l'époque de la guerre froide. Les choses étaient tranchées, on savait qu'il y avait deux pans, voilà, le monde était divisé en deux et on savait quand on y va, on va dans un champ de bataille, un champ de conflit, où l'appartenance des uns et des autres. Mais aujourd'hui, ça devient plus compliqué depuis que le mur n'existe pas. Les gens se sont repliés. Il y a beaucoup plus maintenant des conflits intra-étatiques et c'est des conflits plus difficiles à résoudre. C'est des conflits tellement difficiles et nous sentons vraiment l'inadaptation de ces mécanismes des Nations Unies par rapport à cela. Et c'est pour ça que de plus en plus, vous voyez que l'ONU, le Conseil de sécurité, s'appuie beaucoup plus sur des organisations au niveau régional et sous-régional. Parce qu'ils se disent, vous êtes plus proche du problème, vous êtes plus proche des acteurs du problème, vous pouvez mieux comprendre. Alors, parlons de ça justement. J'ai reçu un auteur, un colonel à la retraite,
qui épinglait quand même aussi la réactivité de l'Union africaine. Là, vous parlez de l'ONU, mais pas l'UA. Cette force en attente, là, elle est toujours en attente. Oui, la force en attente, elle n'est pas toujours en attente. On peut dire qu'elle est en train de prendre corps. Vous connaissez les enjeux et puis vous savez très bien que le nerf de la guerre, c'est le financement. C'est le financement. Mais vous savez qu'au sein, au sein de l'Union africaine, on a toujours eu des problèmes de contribution. Nous avons des grands contributeurs en Afrique. Nous avons perdu un grand contributeur, le colonel Mohamed Kadhafi. Et lui, voilà, c'était un grand contributeur. Il y en a encore. Mais tant que nous n'avons pas ce socle financier solide, est-ce que nous ne pouvons pas... parce que M. Pout, ce n'est pas l'expertise qui manque. Ouais. L'expertise ne manque pas. Nous avons des soldats de la paix valeureux. Nous avons des planificateurs valeureux au sein de la force africaine en attente et même au niveau des régions. Mais il faut de la matière. Mais est-ce que nous sommes suffisamment, nous, prêts à résister au venin de ceux qui ont d'autres idées cachées? Vous parliez tout à l'heure des intérêts. Dans votre livre, oui, des agendas cachés. Vous accablez les ONG qui jouent d'autres rôles, vous accablez bien de gens qui, en interne, servent les intérêts de ceux qui ne veulent pas que ça marche. Oui, il ne s'agit pas de résistance, il s'agit d'autonomie. Ouais. Quand vous êtes autonome, vous êtes libre. C'est de cela qu'il s'agit. Donc ce n'est pas demain la veille alors? Lorsque vous êtes autonome, vous êtes libre de parler, d'agir, de planifier. Mais une fois que vous avez cette défaillance-là en termes d'action, vous ne pouvez que vous prêter aux volontés de celui qui vient vous aider, si ce n'est pas totalement, partiellement. Alors comment on sort de là? Votre ouvrage a deux... indique d'ailleurs le premier professeur Eric Mathias, Eric Onangini, évoque justement ce double pan de votre ouvrage. Il y a la dimension diagnostique et la dimension correction. Alors, dans les préconisations, c'est quoi? L'Afrique fait comment pour régler ce problème, pour cesser de tendre la main et pour régler elle-même ces problèmes de sécurité? Oui, je dirais que cesser de tendre la main, ce n'est pas vraiment l'objectif de l'Afrique, parce que tout le monde tend la main à tout le monde dans ce monde. Ouais. On ne fera jamais un mur pour dire « nous sommes suffisants et nous n'avons besoin de personne ». Maintenant, comment se sortir de ces difficultés qui nous empêchent d'avoir notre paix consolidée, de diminuer les foyers de tension? C'est quoi la clé? J'ai proposé quelques solutions. Parmi ces solutions-là, je parlais déjà de la lisibilité des cahiers de charges des acteurs quand il y a un conflit. En français facile, ça veut dire quoi? En français facile, ça veut dire que le départ doit être clair. Ce qui est très difficile à voir. Le départ n'est pas toujours clair. Nous avons des souvenirs très tristes de cette illisibilité des cahiers de charges où on a donné le mandat à certaines organisations pour une action, mais ils sont allés transformer cela sur le terrain. Mais ça, c'est ceux qui sont déjà venus. Alors, comment on fait pour qu'ils ne viennent pas? Comment on fait pour qu'il n'y ait même pas de conflit? Maintenant, nous avons aussi le devoir, l'urgence de pouvoir maîtriser les impacts des rivalités de ces grandes puissances chez nous. Si nous n'avons pas conscience de ça et savoir comment on peut maîtriser l'impact de ces rivalités, on ne va pas se sortir de la situation. Donc on n'achète pas les problèmes des autres. Qu'on n'achète pas les problèmes des autres et qu'on essaye de voir à tout moment ce qui est bénéfique pour nous, parce qu'on est dans les relations pays État par État. Nous n'avons pas d'habits, nous n'avons pas besoin de pitié, mais on tire les ficelles sur ce qui peut nous être bénéfique. Entre autres, j'ai aussi parlé de l'approche globale dans la consolidation de la paix, parce que s'il n'y a pas approche globale, on va consolider un pan et l'autre va rester et il va se consolider et finalement il peut être une poche
de conflits, Écrivez à observer sur la votre société. ordinateur, tu as plus écrit ou vous faites toujours au stylo Non, j'y vais avec l'ordinateur. Ordinateur. Oui, je traîne toujours mon ordinateur partout. Dès que je pense à quelque chose, j'écris. Mais comme je vous l'ai dit, l'écriture culturelle, c'est vraiment ma passion. Les œuvres culturelles, c'est ma passion. Et puis, ça me donne, aujourd'hui, vous m'avez donné la tribune par rapport à ces deux réalisations scientifiques. Mais vous voyez, la culture, nous vivons dans une société où on ne peut pas être spécialiste en tout. Ouais. Vous ne pouvez pas être spécialiste en telle ou telle chose en même temps, ce qui fait que l'écriture vous donne la latitude, une tribune de parler de tout. Ouais, donc, enfin, vous autorise à soulever des questions qu'on ne pourra pas vous laisser soulever parce que vous n'êtes pas spécialiste en ça. Oui, mais en tant qu'acteur de l'environnement. Il s'agit des romans, ça. Oui, des romans, effectivement. Des œuvres de fiction. Voilà, effectivement. Okay. Donc je parle de l'écriture romanesque parce que vous avez évoqué les deux ouvrages en attente. Les deux romans qui sont qu'on va étudier bientôt. Les musiques. Dans cet atelier, la musique s'écoute? La musique s'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup la musique religieuse. En écrivant? En écrivant, en dormant, en faisant tout. Non, je parle de la relation entre l'écriture et la musique. J'écoute beaucoup la musique religieuse. Okay. Peut-être essentiellement la musique religieuse. Je l'écoute à longueur de Quel est le dernier livre qui est sur votre dernier livre de chevet? Oui. Pas le vôtre, mais un livre que vous lisez de d'autres personnes? Le livre que je lis, je vais vous dire que je suis un peu égoïste en ce qui concerne les romans. Je me lis beaucoup. Ah mais bon, mais je me lis, c'est vous-même. Je me lis beaucoup parce que je me retrouve souvent face à mes livres et je me demande, mais waouh, comment j'ai fait pour écrire tout ça? Quand je me lis, c'est comme si je suis en train de chercher le moi intérieur. Ok. Je suis en train de me rechercher dans mes livres. Je me découvre dans mes livres. C'est un miroir, forcément. Oui, effectivement. Merci beaucoup d'être venu dans cette édition et à la CRTV News pour nous aider à lire autrement, à comprendre la substantifique moelle cachée dans ces deux ouvrages de sécurité et en même temps sur les questions d'organisation. C'était ces livres qui chantent et on a vu que les livres nous délivrent de l'ignorance.